La santé liée au sommeil, c'est-à-dire l'équilibre global de fonctionnement de votre organisme en lien avec le sommeil, c'est 3 piliers. Et contrairement à ce qu'on pense, le premier pilier, c'est pas la durée, c'est la régularité. Donc la première clé ou la première baguette magique de l'hygiène du sommeil, c'est un horaire de lever régulier. AVS avec Philippe Robichon. AVS, et ce matin, je vous propose à votre sommeil. Bonjour, bienvenue. Mon invité ce matin, c'est le docteur Pierre Philippe. Bonjour docteur. Bonjour. Grand spécialiste du sommeil et psychiatre. Vous êtes chef du service universitaire du sommeil au CHU de Bordeaux. Géronimo, doc. Absolument, Géronimo. Il faut alerter les consciences sur l'importance de l'hygiène du sommeil. C'est pas pour ça que je vous disais Géronimo. Hein. Géronimo, pourquoi ? Géronimo, parce que c'est un cri d'alerte. Voilà. Et ça vient d'où ? Ça vient de Jerry Lewis qui fait un réglage sonore dans un studio avant de lancer un enregistrement. Bien. Et donc, si vous n'arrivez pas à vous endormir ce soir, vous regarderez la séquence sur YouTube et vous penserez au doc parce que c'est un moment d'anthologie. La médecine du sommeil, c'est devenu une spécialité médicale à part entière ? Voilà, alors la médecine du sommeil en France, après les États-Unis et l'Allemagne, c'est devenu une surspécialité, ce qu'on appelle une FST, une formation spécialisée transversale, qui est en fait une spécialité de médecine interne qui regroupe la neurologie, la psychiatrie, la pneumologie, la médecine ORL, même la médecine du travail, et donc qui permet aux gens d'appréhender de façon globale l'état de santé à travers le sommeil. Et pas simplement par un petit prisme, soit de l'apnée du sommeil pour les pneumologues, soit de la narcolepsie pour la neurologie. Donc une vision très transversale, un peu comme la pédiatrie ou la médecine de réanimation. À noter que vous avez mis en ligne une application gratuite qui s'appelle Canopé, K-A-N-O-P-E. Qu'est-ce qu'on peut attendre de votre application, doc ? Alors, l'application, en fait, on l'a conçue et on l'a mise en ligne sur le Google Store et l'Apple Store au moment de la crise du Covid, parce qu'on a vu des chiffres absolument stupéfiants du baromètre de Santé publique France, avec des plaintes de sommeil de l'ordre de 60% dans la population générale, ce qui dépassait toutes les capacités de réponse, bien entendu, du corps médical. Et donc, cette application-là, où maintenant on a dépassé les 30 000 téléchargements, c'est une application très intéressante dans le sens où, par exemple, 50% des gens qui l'ont téléchargée n'avaient pas de plainte de sommeil. C'est-à-dire qu'en fait, ils l'ont fait juste pour s'évaluer, pour savoir est-ce que ça va ou pas. C'est une application d'abord d'évaluation pour ceux qui nous écoutent. Absolument. C'est une application qui permet de converser avec Louise, qui est une agent conversationnel, c'est-à-dire un personnage humain empathique, voilà, qui a pour propos de vous rassurer et puis qui vous pose des questions pour savoir si vos rythmes, la régularité, la durée, la qualité de votre sommeil est satisfaisante et qui après peut vous proposer des conseils aussi. Et on a toute une ligne de publications scientifiques dans mon unité CNRS qui montre qu'on a des résultats extrêmement satisfaisants sur les stratégies comportementales numériques de l'application. Et vous êtes là ce matin pour nous parler de votre nouveau livre. Ça s'appelle « Réapprenez à dormir pour être en bonne santé » chez Albin Michel, avec une compilation de toutes les dernières méta-analyses et de toutes les recherches de la neuroscience, puisque c'est vrai qu'en termes de sommeil, on a beaucoup avancé. Personne ne connaît vraiment ses besoins de sommeil. En quoi est-ce que c'est une information utile de savoir de combien de sommeil on a besoin ? Alors, c'est une question un petit peu compliquée. Je pense qu'en préambule, ce qu'il faut dire, c'est que le sommeil, c'est une fonction vitale, extrêmement importante, qui est inscrite dans le génome. Au même titre que respirer, manger, enfin voilà. Voilà, mais le fait que ça soit inscrit dans nos gènes, ça veut dire que c'est aussi un déterminant très personnel. Par exemple, il y a des gens qui vont avoir, en gros, la majorité de la population a besoin entre 7 et 9 heures de sommeil, mais tout le monde, par exemple, n'a pas besoin de juste 8 heures, ou juste 9 heures, ou juste 7 heures. Donc, mais ça, vous l'expliquez bien, il y a le sommeil inné et le sommeil acquis. Mais pour ceux qui nous écoutent ce matin, qui se disent, mais finalement, comment est-ce que je peux savoir, moi qui écoute l'émission, de combien j'ai besoin de sommeil pour finalement remplir mon quota ? Alors, on commence par quoi si on veut répondre à cette question ? Alors, pour répondre à cette question, je pense que le plus important, et c'est ce qu'a montré la crise du Covid et nos études que je présente dans mon nouveau livre, c'est que, en fait, la santé liée au sommeil, c'est-à-dire l'équilibre global de fonctionnement de votre organisme en lien avec le sommeil, c'est 3 piliers. Le premier pilier, c'est la régularité. Ce que vous appelez l'hygiène du sommeil. Alors, plus exactement, l'hygiène du sommeil, c'est les comportements qu'il faut adapter pour avoir une bonne santé liée au sommeil. Donc, il y a 3 piliers.
Et contrairement à ce qu'on pense, le premier pilier, c'est pas la durée. Le premier pilier, c'est la régularité. La régularité, c'est en fait le mode d'emploi qui vous permet d'avoir la durée satisfaisante par rapport à vos besoins. Et c'est en ce moment ce qu'on a beaucoup mis à mal avec la crise du Covid. Donc, pour répondre à votre question, peut-être la première clé ou la première baguette magique de l'hygiène du sommeil, c'est un horaire de lever régulier. Voilà. Alors, c'est ça qui est intéressant. C'est pas l'horaire de coucher qui est le plus important, c'est l'horaire du lever. Et ça m'a vraiment interpellé. Et pourquoi finalement c'est cet horaire-là qu'on doit avoir à l'esprit ? Alors, c'est assez simple. En fait, le sommeil, il a deux jambes. Il a une jambe dite homéostasique, c'est-à-dire vous avez un réservoir que vous remplissez au cours de la nuit, qui est votre réservoir d'éveil. Plus vous avancez dans la journée, plus vous le videz et plus vous avez sommeil. Et puis après, vous avez une clé qui ouvre les portes du sommeil. Et cette clé, elle est conditionnée par votre horloge interne. C'est-à-dire il y a certaines heures du cycle de 24 heures où la porte est ouverte, vous pouvez vous endormir. Et il y en a d'autres où la porte est fermée, vous ne pouvez plus vous endormir. Et donc, le fait que vous vous leviez à la même heure, ça veut dire que sur votre chemin quotidien, vous retrouverez toujours la porte au même endroit. C'est-à-dire vous pourrez anticiper. Et le deuxième élément, c'est qu'on sait qu'il faut 17 heures de veille pour avoir une pression suffisante pour un individu normal pour s'endormir. Donc en fait, si vous calez toujours l'heure de lever au même moment, vous allez à peu près avoir sommeil toujours au même moment. Et c'est une des grandes questions des gens qui n'arrivent pas à s'endormir, c'est je ne sais pas à quel moment il faut que j'aille au lit. Donc là, il y a un message simple qui est de dire, vous calez une heure de lever stricte, vous additionnez 17 heures, c'est à peu près le moment où vous devriez avoir sommeil. Si vous n'avez pas sommeil à ce moment-là, retardez d'une heure ou 2 heures, ça fera juste qu'augmenter un petit peu la pression en vidant encore plus le réservoir, et vous irez d'autant plus facilement au dodo. Bon, si vous êtes bien réglé, de toute façon, vous vous réveillerez automatiquement sans réveil tous les matins à la bonne heure. L'idéal. Et si ce n'est pas le cas, surtout ne faites pas ce qu'on appelle le snoozing. C'est quoi le snoozing ? Ça, c'est pour Tariq qui réalise l'émission. Pas de snoozing, très mauvais pour le sommeil. Le snoozing, c'est de mettre une alarme sur son téléphone et puis de la couper pour gagner 5 ou 7 minutes et puis avoir une nouvelle alarme et le recouper, c'est-à-dire un petit peu décaler l'horaire de lever parce que vous en voulez grappiller. Voilà. Gratter du temps. Non. C'est ça. Donc il faut, dès que le réveil sonne, il faut se lever, c'est ça ? Voilà. Disons que pour que votre corps reste dans le rythme, il faut qu'il reçoive plusieurs signaux. Alors, il y a un signal très fort qui est le signal social. Si vous levez, que vous embrassez votre chérie et que vous lui dites « Est-ce que tu veux que je te ramène un croissant au lit ?» Ça, c'est un premier signal. Il y a un deuxième signal très, très fort qui est la lumière. Et c'est ce qu'on a perdu pendant le Covid. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont basculé sur un mode où ils sont restés chez eux pour le télétravail ou aussi pour les périodes de confinement. Et donc, ce facteur d'entraînement est extrêmement important. Mais ceci dit, on dort les rideaux baissés. Alors, ou les volets baissés, donc la lumière, on ne la voit pas a priori. C'est exact, mais l'important, c'est qu'au moment où vous basculez dans l'état d'éveil, c'est-à-dire au moment où le réveil sonne, l'élément très important, c'est de prendre de la lumière. Alors, on peut prendre de la lumière naturelle quand c'est l'été. On peut maintenant aussi prendre la lumière avec les LED, parce que beaucoup de gens ne le savent pas, mais la majorité des lampes de nos domiciles sont maintenant des lampes à LED, et certaines sont très, très chargées en lumière bleue. C'est ces lampes un peu blanches, vous voyez. Et donc, par exemple, il y a pas mal de gens qui sont en train de se créer des troubles du sommeil parce qu'ils ne regardent pas leurs écrans, mais ils ont une lampe de chevet blanche qui les arrose de lumière bleue. Et donc ça, c'est à déconseiller ? Alors, c'est très bien le matin quand vous prenez le croissant l'hiver. Par contre, c'est une très mauvaise idée le soir avant d'aller vous coucher. Ouais. Alors donc, première base de l'hygiène, c'est le sommeil qui aime la routine. Donc, c'est effectivement... c'est se lever à heure régulière. Deuxième règle. Alors, la deuxième règle, c'est avoir un quota de sommeil qui correspond à vos besoins. Et idéalement, comme je le dis dans mes interviews, 7 x 7, 49, c'est-à-dire 7 nuits par semaine, minimum 7 heures de sommeil. Pourquoi ? Parce qu'il y a un phénomène qu'on a découvert maintenant qui s'appelle le jet lag social, qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir un horaire de lever plutôt précoce pour le travail en semaine, et qui vont se coucher tard en regardant des séries télé et qui vont compenser le week-end de deux façons. La première façon, c'est qu'ils vont décaler leurs horaires en gardant à peu près le même horaire de coucher, mais en retardant massivement l'horaire de lever. Donc c'est le syndrome de la grasse matinée. Voilà, et en augmentant leur durée de sommeil. Et ça, c'est extrêmement perturbant, et on a montré même que c'est un facteur de risque de contracter des infections comme le Covid, parce que ça crée un déséquilibre massif des horloges qui perturbe par voie de conséquence nos besoins de sommeil.
Ce qui voudrait dire que le week-end y compris, il faudrait se lever à la même heure, c'est ça que vous voulez dire? Alors, que la semaine. On a fait même un petit peu mieux que ça, parce qu'on n'est pas des ayatollahs du sommeil, c'est-à-dire on a essayé de comparer quelles sont les limites tolérables. En gros, si vous décalez d'1 heure le week-end, c'est-à-dire si par exemple vous vous levez en semaine à 7h30 et que vous vous levez à 8h30 le week-end, ça va. Là où les dégâts apparaissent, c'est 2 heures. C'est-à-dire que si vous commencez à avoir 2 heures de décalage entre la semaine et le week-end, vous avez 2 fois plus de chances, par exemple, de contracter le Covid, si vous êtes soumis à un contact avec une personne infectée. Mais sur le dérèglement de notre cycle du sommeil, quel est l'impact de faire une grasse matinée? Alors, prenons un exemple. Vous allez donc vous lever le dimanche à 11h, d'accord? Et vous allez vouloir vous coucher le dimanche au soir à un horaire compatible avec un lever le matin à 6h30, par exemple, c'est-à-dire 23h30. Si vous vous levez à 11h, vous n'aurez jamais 17 heures de veille. Parce que vous avez décalé votre heure de lever. Et donc, le dimanche soir, vous allez vous endormir à minuit et demi, 1h, 2h. D'autant que vous aurez récupéré la dette de sommeil. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez commencer le dimanche soir avec 2 heures en moins. Mais le lundi, au lieu de vous coucher tôt, vous allez regarder votre série favorite sur Netflix. Pas un épisode, 2, parce qu'en plus c'est la nouvelle série, peut-être voire 3. Bon, il y a Karine Le Marchand sur M6 le lundi. Également, très important. Le bonheur est dans le pré. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, si vous voulez, vous allez cumuler une dette. Et donc, c'est un petit peu comme si je vous disais, pendant la semaine, vous allez manger des tomates et de la salade. Et le week-end, vous allez vous alimenter exclusivement à base de cassoulet. Je pense que vous me diriez, professeur Philippe, ça va pas bien là. Donc, c'est exactement ce que font les gens. C'est-à-dire que les gens se privent massivement dans la semaine et rebondissent le week-end, sauf qu'on a montré que ça ne rétablit pas le métabolisme glucidique, c'est-à-dire en 2 jours, on n'arrive pas à compenser 5 jours de dette. Ça ne rétablit pas complètement le niveau d'éveil non plus, parce qu'on est groggy, parce qu'il y a un phénomène d'inertie du sommeil. Et puis surtout, ça perturbe massivement la régularité du sommeil. Mais on peut traîner au lit parce qu'on aime ça. Oui, mais un petit peu comme quand vous rentrez dans une pâtisserie, vous pouvez fixer comme objectif d'acheter un éclair au chocolat et puis ils sont tellement sympas que vous en prenez 2. Ça veut pas dire, ou 3. Ça ne veut pas dire que vos besoins caloriques reposent sur 3 éclairs au chocolat. Mais il y a une différence entre se faire un plaisir en mangeant 3 éclairs au chocolat et pas passer devant la pâtisserie sans rien acheter pendant 5 jours et après acheter 10 éclairs au chocolat le week-end. C'est ça le problème. Voilà, on parle de votre sommeil ce matin avec le docteur Pierre Philippe, c'est un des grands spécialistes français du sommeil et qui publie Réapprenez à dormir pour être en bonne santé aux éditions Albin Michel. On a vu qu'il fallait que le sommeil aimait la routine, qu'il fallait dormir 7 heures fois 7 jours, donc ça fait 49, ça c'est pour l'addition du jour. Et vous proposez également dans votre livre un agenda du sommeil à télécharger. À quoi cela sert-il, Doc ? Alors, quand on a lancé l'application Canopé, quand on a mis en place ces outils lors du premier confinement, on avait pour objet de sensibiliser les personnes à leur rythme et leur faire prendre conscience en fait du caractère désorganisé de leur rythme. Mais on a récupéré ces données-là et on s'en est aussi servi à des visées scientifiques. Et donc, on a pu montrer des résultats très intéressants que d'autres équipes ont publiés par ailleurs, mais dans des usages hospitaliers chez des malades. C'est que le fait de demander aux gens, sans créer aucune intervention propre, le fait de demander aux gens juste de noter leurs horaires de lever et de coucher et leur durée estimée de sommeil pendant 1 semaine, ça réduisait déjà les plaintes de sommeil. En d'autres termes, en fait, quand les gens considèrent leur sommeil, ils ont tendance à majorer le trouble. C'est-à-dire qu'ils vous disent « j'ai très très mal dormi mercredi soir ». Mais en fait, quand on leur dit « d'accord, mais et lundi, et mardi, et jeudi, et vendredi, et samedi », mais quand ils font l'addition, ils se rendent compte que, bon, ils ont dormi mal 2 nuits sur 7. Et là, il y a toute une stratégie justement qu'amène Canopé, qui est de dire « bon, on va essayer de dormir mieux 1 nuit de plus ». D'accord ? Donc, pas 5, 6. Et si vous avez 1 nuit très mauvaise, bon, c'est 1 nuit sur 7. Et après, peut-être... Et donc, ces outils de suivi, c'est un petit peu comme le podomètre qui vous dit vous avez fait 10 000 pas par jour. C'est un élément aussi de renforcement comportemental qui fait que vous dites, bon, ben, je suis dans la norme. Et beaucoup de gens, en fait, n'ont pas un problème réel de sommeil, ils ont un problème de perception de sommeil. Ça, c'est très important, c'est la différence entre l'insomnie subjective et objective. C'est-à-dire que quand on enregistre... Il y a 2 types d'insomnie, ça c'est important de le comprendre. Ouais, et donc, quand les gens viennent, par exemple, ils nous disent « s'il vous plaît, je vous en supplie, enregistrez-moi »,
par exemple, on leur fait des actimétries, des petits enregistrements avec des montres connectées, médicales, des dispositifs médicaux. On leur dit, vous voyez, vous avez dormi 7 heures, 7 nuits par semaine. Et les gens nous disent, mais vous êtes... Mais d'où vient cette perception finalement d'une mauvaise nuit ? Alors, c'est une bonne question, c'est une question assez complexe. En fait, il y a très probablement une notion autour de la profondeur du sommeil qui est très individuelle et qui fait que certains individus ont besoin d'une pression très élevée pour avoir le sentiment de dormir et d'autres ont besoin d'une pression beaucoup plus faible. Vous savez, il y a des gens qui entendent le chat marcher dans la nuit. Oui, on appelle ça les gens qui ont soi-disant un sommeil léger. Voilà, ils ont un hyper-éveil. Ça veut dire que même dans la fonction du sommeil, ils ont une capacité encore à avoir la capacité de monitoriser ce qui se passe à l'extérieur. C'est assez rigolo d'ailleurs parce qu'ils peuvent même le faire en dormant. Il y a des expériences où on a passé des messages pendant le sommeil des gens et les gens avaient la capacité de mémoriser les messages pendant leur sommeil. Donc, ces gens qui ont cette insomnie subjective, c'est des gens qui arrivent à maintenir la fonction de sommeil, mais qui ont perdu la capacité d'évaluer s'ils sont éveillés ou endormis. Contrairement à l'insomnie objective, où là, les gens ne dorment pas, et là, c'est beaucoup plus sévère, parce que là, il y a des risques d'hypertension artérielle, de dépression. Donc, chez ces gens-là, il y a un message très simple qui consiste à leur dire « mettez un peu à distance le symptôme ». C'est-à-dire, fixez-vous un temps passé au lit, à la limite, réduisez le temps passé au lit, parce que ça va approfondir votre sommeil, vous allez créer une petite dette de sommeil, votre sommeil va être plus profond, vous enlevez le sommeil léger, et vous allez voir tout d'un coup, le goût du sommeil va changer. Donc, plutôt que de batailler pour la durée, vous voyez, imaginez un plat et vous dites, vous ne voulez pas une assiette pleine de pâtes indigestes, vous voulez peut-être moins de substances à consommer, mais beaucoup plus goûteuses. C'est quoi le meilleur repas ? C'est probablement celle qui a le plus de goût. Mais l'histoire de la durée, elle est intéressante parce que finalement, vous rentrez tard chez vous, il est minuit, vous devez vous lever à 5 heures du matin et tout de suite, la première chose que vous dites dans votre tête, c'est ou je ne vais pas assez dormir puisque je ne vais dormir que 5 heures. Et donc, en fait, vous ne vous intéressez pas à la qualité, vous vous intéressez au temps auquel vous allez dormir. Et là, vous dites, c'est mort, quoi. Demain, je serai fatigué. Vous anticipez le fait que le jour d'après, vous êtes fatigué. Oui, parce que, alors, bon, il y a plusieurs interprétations. Nous, on est très férus de santé publique, donc on essaie de faire des recommandations d'hygiène, mais quand même, la majorité des gens qui ont communiqué sur le sommeil, c'était des gens qui vendaient des médicaments pour dormir. Donc, ils avaient assez tendance à dire que l'important, c'était la durée. Et donc, on a conditionné un peu la population générale à dire il faut absolument dormir. Alors, en prenant des hypnotiques, en prenant des plantes, en prenant des couvertures lestées, tout ce que vous voulez. Mais bon, les gens ont dit l'important, c'est la durée. Nous, ce qu'on a tendance à donner comme message, c'est vous avez des besoins, vous avez une fonction physiologique, ces besoins, ils évoluent dans le temps. Ce qui est important, c'est que vous fonctionnez bien dans la journée. Après, ne vous fixez pas des objectifs inatteignables. C'est-à-dire vouloir dormir à 50 ans comme vous dormiez à 20 ans, c'est comme si je vous disais, allez Philippe, on traverse le périph' là, et on va faire un petit 100 mètres. Je pense qu'on ne va pas le courir comme quand on avait 20 ans. Mais c'est pas grave, on va arriver au bout. Donc le sommeil, c'est pareil. Il faut évaluer son fonctionnement dans la journée et après se fixer des objectifs atteignables la nuit. Et le sommeil vieillit. Et ce qui est paradoxal, c'est que plus on vieillit et plus on a le temps de dormir et moins on dort. La vie est mal faite. Absolument. Plus on vieillit, plus la pression homéostasique baisse. Donc, moins on a de chances d'approfondir le sommeil. Et malheureusement, plus on vieillit, plus on a tendance à devenir du matin. Donc, on a tendance à se coucher plus tôt. Et c'est ça qui engendre malheureusement beaucoup d'insomnie nocturne chez les personnes âgées. Alors, tout à l'heure, vous étiez en train d'évoquer avec nous hors antenne la fonction de chauffeur routier. Les chauffeurs de poids lourds. Qu'est-ce qui se passe pour eux et pourquoi, pour certains d'entre eux, c'est compliqué d'exercer cette profession ? Comme je le disais à l'introduction, le sommeil, c'est génétique. C'est-à-dire, vous avez votre durée de sommeil qui est inscrite dans vos gènes. Il y a des petits dormeurs, il y a des longs dormeurs. Généralement, les petits dormeurs qui s'accouplent entre eux font des enfants plutôt petits dormeurs. Et donc, cette dimension-là, elle est très importante parce que dans un métier comme, par exemple, la conduite de poids lourd, il y a des contraintes qui font que souvent, ils sont en flux tendu, c'est-à-dire ils sont obligés vraiment de conduire pendant des périodes assez extensives. Et donc, on a fait des enquêtes justement sur ces gens et il y a un taux très important de personnes qui abandonnent parce qu'ils ne supportent pas en fait cette condition-là. C'est-à-dire qu'il y a une sélection génétique, un peu comme les pilotes de chasse, où on sélectionne les gens. Et donc, il y a des gens qui ont la capacité de dormir peu. Il y a des gens aussi, par exemple, qui sont des présentateurs radio, qui ont la capacité de se lever tôt
pour faire les matinales. C'est pas une capacité, la vérité, c'est un enfer. Certes, je ne connais personne qui aime se lever au milieu de la nuit. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas se lever tôt qui est grave, c'est de se lever au milieu de la nuit. Vous avez raison, mais il y en a qui le font au prix d'immenses souffrances et il y en a qui sont incapables de le faire parce que eux, ils se lèveront jamais. Leur réveil sonnera, ils se lèveront pas. C'est les gens du soir, c'est les gens qui travaillent en boîte de nuit. Donc il y a quand même aussi un choix de vie par rapport à ces rythmes. Par exemple, moi, au début, je voulais être chirurgien. Et ça m'a pris à peu près 2 stages d'internat de réaliser que pour être chirurgien, il faut mettre le réveil à 6 heures, ce qui était strictement incompatible parce que je passais beaucoup de temps plutôt dans les activités nocturnes, ce qui fait que je suis devenu spécialiste du sommeil, où là, il faut être réveillé la nuit pour regarder les gens dormir. Voilà, donc vous dites que c'est 25% du matin, 25% du soir, et que la grande majorité est entre les deux. C'est ça. Rythme intermédiaire. Voilà, et d'ailleurs, il faut comprendre, j'ai mis dans le livre une échelle validée qui s'appelle l'échelle de Horn et Horsberg, qui vous permet très rapidement, en 8 questions, de savoir dans quel camp vous êtes. Vous pouvez faire le test. Oui. L'idée, c'est de se connaître. Et je pense que beaucoup de gens ne connaissent pas ni leurs besoins, ni leur rythmicité de sommeil. Parce qu'ils sont très perturbés par rapport à leur mode de vie. Donc je pense que l'idée de réapprenez à dormir, c'est aussi réapprenez à vous connaître pour mettre en adéquation vos besoins avec vos modes de vie. Est-ce qu'il y a une durée maximale de sommeil à ne pas dépasser qui serait très déconseillée finalement? Alors, autre très bonne question et très complexe à répondre. Alors, il y a eu énormément d'études là-dessus puisque mon unité CNRS, elle a massivement travaillé sur les comportements et les durées de sommeil et les vulnérabilités. On a des données épidémiologiques qui montrent que si vous dormez moins de 6 heures et plus de 9 heures, vous avez un taux de mortalité qui est significativement plus élevé. Bon. Là, vous parlez d'en moyenne. Hein. En moyenne tous les jours, c'est ça? Pour répondre à votre question, si vous voulez, on a fait des études mais monstrueuses sur des millions sur des cohortes de millions de personnes et on leur a demandé une question simple en disant en moyenne, vous dormez combien d'heures par nuit? Ce qu'on a montré, c'est que moins de 6, plus de 9, il y avait un taux de mortalité accru. Donc pour répondre à votre question, si vous dormez plus de 9 heures, c'est pas une très bonne nouvelle. Après, la question, c'est pourquoi. Et on peut se demander, si c'est une mesure objective, parce que ces gens-là n'ont pas réellement été enregistrés. Donc, par exemple, si vous êtes dépressif, vous pouvez, dans un certain nombre de cas, dire que vous dormez énormément. Si vous avez un syndrome d'apnée du sommeil aussi, vous allez plus dormir, d'accord ? Mais vous avez une maladie. Donc, sur les besoins physiologiques propres, c'est un petit peu compliqué. Mais en gros, le schéma, c'est si on est entre 7 et 9, ça va. Si on en sort, ça vaut le coup d'aller voir un médecin du sommeil parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Normalement, on ne doit pas, sauf si on est président de la République, on a 40 ans, qu'on est hyperactif, qu'on a beaucoup de SMS et qu'on n'a aucun marqueur social de baisse de performance. Ce qui est le cas de notre président de la République qui ne dort pas la nuit. Voilà, qui envoie des SMS jusqu'à pas d'heure. Mais qui des fois quand même se plaignent de fatigue. Hein. J'ai noté que lors de son premier mandat, des fois il avait dit je suis un peu fatigué. Donc voilà, donc tout le monde a besoin de son quota de sommeil. Il y en a qui ont besoin de moins, mais tout le monde a besoin d'un quota de sommeil. Et donc le message important, c'est que si on parle de 7 à 9 heures, on va toucher, on va dire, l'immense majorité de la population. Comment savoir si le sommeil qu'on a est un sommeil réparateur ou pas ? Alors, il y a plusieurs façons de faire, d'ailleurs, et j'ai mis ces échelles justement dans mon livre. La première façon, c'est de voir quel est votre niveau d'éveil dans la journée. C'est-à-dire que schématiquement, si vous avez assez dormi, vous ne devez pas vous endormir. Alors, il y a une échelle très célèbre qui s'appelle l'échelle d'Epworth, qui est en 8 points, où on vous demande, quand vous regardez la télé, quand vous lisez un journal, quand vous êtes assis dans une voiture, quand vous parlez avec quelqu'un, est-ce que vous avez tendance à vous endormir ? Il y a un seuil qui fait que si vous dépassez ce seuil, c'est pas une très bonne nouvelle. Donc, le premier message, c'est si vous n'arrivez pas à maintenir un niveau d'éveil satisfaisant quand vous devez être présent, par exemple en conduisant ou en parlant avec quelqu'un, not good. Après, le deuxième élément, c'est un élément de bon sens. C'est quand vous vous réveillez le matin sans réveil et que vous dites « je suis très fatigué », c'est pas très, très normal. C'est une plainte qu'on entend, hein. Très souvent, très souvent. Je veux dire que c'est pas une plainte qui est rare. Non, très souvent, très souvent. Donc qu'est-ce qu'elle exprime, cette fatigue, ce fait d'être fatigué dès le lever ? C'est tout le concept de la santé liée au sommeil, c'est le triptyque. Régularité, durée, qualité. Si votre régularité impacte votre durée, votre qualité va s'en ressentir. C'est-à-dire qu'il faut avoir ces 3 composantes-là pour que le matin, le degré de qualité de votre sommeil soit satisfaisant. Donc le premier message, par exemple, c'est si vous avez une mauvaise qualité du sommeil au réveil, interrogez-vous sur votre régularité.
Parce que si vous n'arrêtez pas de bouger vos horaires de lever et de coucher, c'est normal que le matin, de temps en temps, vous vous réveillez un peu dans le brouillard. Bon, justement, pour répondre à la question de ceux qui prennent l'émission en cours, comment s'appelle l'application que vous avez justement développée et qui est téléchargeable gratuitement? Alors, on a une application qui s'appelle l'agenda de sommeil SAMSI. Il y a un QR code sur la couverture du livre. Flashez, vous pouvez c'est facile. Voilà. Vous pouvez le trouver aussi sur le Google Store et l'Apple Store. Ça, c'est une application qui va vous donner votre durée hebdomadaire de sommeil, mais qui va aussi vous permettre de visualiser votre régularité et votre efficacité du sommeil. Ça, c'est un premier test très simple qui va vous permettre de savoir si, en gros, vous êtes dans les clous ou si vous sortez complètement de la norme. Et le nom de l'application? Agenda du sommeil. D'accord, sinon il y a Canopé. Et après, bien entendu, on a développé une application pour vous auto-évaluer et pour vous accompagner. Là, c'est Canopé avec un K. Plus de 30 000 téléchargements et c'est un super outil. Vraiment, on vous encourage à le télécharger parce que c'est vraiment un bénéfice majeur pour l'hygiène de sommeil. Voilà, spécial sommeil ce matin avec mon invité, c'est un des grands spécialistes français du sommeil, c'est le docteur Pierre-Philippe, il arrive de Bordeaux et il publie Réapprenez à dormir pour être en bonne santé aux éditions Albin Michel. Pour ceux qui travaillent la nuit, et peut-être que vous en êtes déjà rendu compte, le pic de somnolence, c'est entre 3h et 5h du matin. Pourquoi ? Parce que c'est le pic où les horloges internes refroidissent notre corps. C'est le pic où on abaisse massivement le taux de catécholamine, qui sont ces hormones de stimulation. Et donc, en fait, pour dormir, il faut refroidir son corps. Et donc, ça se fait grâce à nos horloges internes. C'est-à-dire que même si on a l'habitude de travailler régulièrement la nuit, notre température, elle baisse entre 3h et 5h. Alors, si on travaille en permanence la nuit, notre corps inverse nos rythmes et on arrive dans une certaine mesure à se recaler sur un rythme nocturne. Si par contre on est en ce qu'on appelle un travail posté, c'est-à-dire qu'on fait des roulements, c'est beaucoup plus pénible parce que le corps ne sait pas très bien où il est. En particulier, si vous avez un pic de mélatonine alors que vous devez être éveillé en garde, par exemple, ça c'est terrible. Alors le pic de mélatonine, c'est ce qui vous permet de... Alors c'est le chef d'orchestre des horloges, si vous voulez. Quand vous produisez la mélatonine, c'est le timer, c'est vraiment le marqueur qui vous dit là, vous êtes au milieu de la nuit. Et c'est une des raisons pour laquelle d'ailleurs on prescrit de la mélatonine exogène, c'est-à-dire des comprimés de mélatonine, parce que ça permet de recaler ce pic-là, par exemple si vous êtes en décalage horaire suite à un voyage. Oui, c'est ce qu'on donne à ceux qui sont victimes de jet lag. Absolument. Voilà. Mais est-ce qu'on peut vraiment leurrer son cerveau ? Alors, qui quand même voit la lumière extérieure. Alors, il faut voir son cerveau comme une montre. C'est-à-dire, sur votre montre, vous avez des aiguilles, vous avez un remontoir et vous avez un mécanisme interne. Bon. La mélatonine, elle va agir sur le remontoir. C'est-à-dire que le moteur va toujours faire tourner les aiguilles, mais par contre, à un moment donné, vous pouvez décaler l'heure, avancer d'une heure, retarder d'une heure. Ça sert à ça. Voilà. Mais après, la pression du sommeil, elle joue le rôle du mécanisme de l'horloge et elle va vous faire tourner les horloges, a priori, tout le temps à la même heure. Alors si on demande aux gens à quoi dormir sert-il, ils vont vous dire à se reposer. Mais finalement, très peu de gens se posent la question de savoir quelle est la fonction réelle du sommeil. C'est ce que nous apprennent les nouvelles études. Ça sert à quoi le sommeil ? Alors, en fait, il y a une bascule scientifique très importante dans les années 2000 où toute une série d'études de physiologie, c'est-à-dire sur des sujets sains, a montré que le cœur, le rein, le poumon, le foie avaient un fonctionnement différent entre l'état de veille et l'état de sommeil. Et donc ça c'est un élément fondamental qui a permis de comprendre que si vous perturbez le sommeil, vous allez perturber l'ensemble du fonctionnement des organes. Et donc par exemple, si vous perturbez le sommeil, vous allez en premier lieu devenir plus somnolent, bien entendu, parce que vous avez un manque de sommeil, mais vous allez aussi, par exemple, augmenter votre risque cardiovasculaire, parce que vous allez empêcher le pic de baisse de pression sanguine artérielle nocturne, vous allez aussi augmenter votre risque de dépression et vous allez aussi perturber votre métabolisme glucidique et donc vous allez devenir insulino-résistant, prédiabétique et vous allez prendre du poids et avoir plus de risques, par exemple, de faire un syndrome d'apnée. Donc c'est vraiment un mécanisme, la santé liée au sommeil, c'est un mécanisme complètement global qui ne touche pas que le cerveau. Les gens pensaient au début que le sommeil c'était fabriqué par le cerveau pour le cerveau. En fait, on a montré que certes, c'est fabriqué par le cerveau, mais ça sert absolument l'ensemble des organes. Et c'est pour ça qu'on en a fait une spécialité transversale et pas une spécialité d'organes comme la pneumologie ou la cardiologie. Alors, j'imagine que la plupart des gens qui viennent nous voir, ils viennent nous voir pour des insomnies. Non. Ou non, c'est pas le trouble le plus fréquent. Non, il y a un pourcentage très très important de gens qui viennent nous voir
pour un problème de sommeil non réparateur ou de somnolence. Donc pour la fatigue. Oui, et puis aussi pour les risques liés au syndrome d'apnée du sommeil, parce que c'est une maladie très fréquente qui touche pratiquement 10% de la population générale et qui est maintenant très repérée par les cardiologues, par les endocrinologues, par les neurologues. Donc on a énormément de consultations qui nous viennent d'autres spécialistes et qui nous disent j'arrive pas à équilibrer la tension artérielle de ce monsieur, ou alors j'arrive pas à le faire maigrir. Donc il y a un gros noyau autour de cette pathologie-là, et on a la chance d'avoir des traitements très efficaces pour aider les gens à respirer la nuit. Après, effectivement, il y a aussi une consultation qui est liée aux insomnies, mais c'est très pris en charge par les médecins généralistes. Et il y a un nombre de centres de sommeil assez spécialisés qui fait qu'il y a un déséquilibre très important entre la fréquence des plaintes insomniaques et les capacités de traitement des centres. C'est un peu comme la dépression. La majorité des sujets dépressifs, ils sont traités par les médecins généralistes parce qu'il n'y a pas assez de psychiatres pour prendre en charge les états dépressifs. D'où l'intérêt d'applications comme Canopé qui peuvent agir en amont et accompagner les gens en leur évitant de devoir attendre plusieurs mois avant d'avoir un rendez-vous dans un centre de sommeil où parfois c'est compliqué. Alors là, vous avez parlé de l'hypertension et le sommeil, mais il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui nous disent mais c'est quoi le lien entre finalement l'hypertension et le sommeil ? Alors, donc le sommeil, c'est la pression de sommeil, on l'a vu avec la pression homéostasique, et c'est les horloges. En fait, votre corps, la nuit, il se refroidit, le cœur se ralentit, la pression sanguine artérielle s'abaisse. Ça s'appelle le dip nocturne. Si vous êtes insomniaque objectif, ou si vous avez quelque chose qui vous empêche de dormir, comme par exemple s'arrêter de respirer la nuit, vous n'allez pas réussir à abaisser cette pression, et donc vous allez mettre en tension votre circuit artériel, d'accord ? Vous allez garder une pression importante, et imaginez, c'est un petit peu comme vous abaissiez jamais la pression de votre circuit de chauffage, à un moment donné, les tuyaux ils peuvent éclater. Et c'est le risque de l'AVC ou le risque de l'infarctus du myocarde, c'est ça. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à garder cette alternance pression élevée la journée, pression basse la nuit, on va rigidifier les artères, c'est le principe de l'athérosclérose, et on va la fragiliser, et après on a un risque d'effraction, c'est-à-dire par exemple d'accident vasculaire cérébral. Donc le sommeil, ça sert aussi à protéger le cœur, dans le sens où avec ce ralentissement lié aux horloges, il y a un refroidissement, et il y a aussi un ralentissement des fonctions cardiovasculaires. Alors, mais ça c'est important parce que là aussi c'est des choses qu'on sait assez peu finalement sur le sommeil. Hein. Vous conseillez alors justement parce qu'il y a des gens qui ont une mauvaise circulation du sang la nuit, vous conseillez de dormir les jambes surélevées ou pas ? Non. Non. C'est pas un bon indicateur. Ce qu'on peut conseiller, c'est par exemple de surélever un peu les pieds du lit. C'est un traitement qui a été décrit pour réduire les ronflements. Parce que pour les ronflements ? Oui, absolument, pour les ronflements. Il y a des traitements positionnels, c'est-à-dire des balles de tennis là, qu'on met dans le dos pour empêcher les gens de se retourner sur le dos. Ça réduit les ronflements, parce qu'il y a beaucoup de ronflements qui sont liés au fait que quand on est sur le dos, on a tendance à avaler sa langue. Mais il y a aussi des traitements, par exemple, pour réduire le reflux gastro-œsophagien. Il y a des gens, vous savez, qui ont une perméabilité du cardia, c'est-à-dire que le liquide acide de l'estomac peut remonter dans l'œsophage et ça crée beaucoup d'éveil nocturne. Et donc là, surélever un peu les pieds du lit, positionnellement, ça permet justement de limiter un peu le reflux gastro-œsophagien qui est très souvent associé au syndrome d'apnée. Bon, ce qui est bien pour un docteur, c'est que vous parlez de plantes dans votre livre. Alors, est-ce qu'il y a des plantes ou minéraux qui sont des amis de notre sommeil ? Alors, déjà, le fait de prendre quelque chose, ça s'appelle l'effet placebo, ça marche dans 30% des cas. Donc si par exemple je vous donne un verre d'eau en disant là il y a un très très puissant hypnotique dedans, si c'est moi qui vous le prescris, très probablement vous allez beaucoup mieux dormir. Maintenant à côté de ça, on a maintenant quand même beaucoup. Alors, je pensais pas à ça. Hein. Moi je pensais, au magnésium. Je plaisante. Alors après, ce qu'on a fait, au safran par exemple. Absolument. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mené des études cliniques très rigoureuses comme pour des médicaments avec des substances dites naturelles. Il y en a pas mal. Hein. Alors, il y a toutes les substances que vous connaissez, la valériane, l'huile de lavande, mais aussi il y a de nouvelles substances, par exemple comme le safran. Et donc, on a montré que ces substances-là, elles avaient un vrai pouvoir hypnotique, donc elles peuvent faire dormir dans une certaine mesure, comme un hypnotique pharmacologique. Bon. Après, je pense que toutes ces mesures-là, dites over-the-counter, c'est-à-dire prescrites sans ordonnance, elles doivent être associées à un programme d'hygiène du sommeil. C'est pour ça que j'ai écrit « Réapprendre à dormir ». C'est-à-dire que ça marchera si derrière vous avez toutes les consignes de votre hygiène. Si vous avez une hygiène de sommeil complètement aberrante, ça ne marchera pas. Au même titre qu'un hypnotique médicamenteux ne marchera pas non plus. Donc il faut combiner les deux. C'est-à-dire il faut
bien vivre et bien dormir. Et après, on peut se faire aider ponctuellement avec ces substances-là. Qu'est-ce que vous conseillez à quelqu'un qui arrive à très bien s'endormir finalement et qui se réveille 2 heures après et qui n'arrive pas à se rendormir? Alors, quelle explication vous donnez à ce phénomène? Alors, donc, toujours, les deux jambes, il y a la pression homéostatique et les rythmes. Si vous vous endormez à un certain moment, ça veut probablement dire que votre horloge interne vous dit top, c'est le moment de s'endormir. Mais si votre réservoir est toujours plein, c'est-à-dire si vous n'avez pas accumulé suffisamment de veille, votre sommeil ne va pas être assez profond et donc vous allez engager le sommeil, mais après avoir fait 1 ou 2 heures de sommeil, au moindre bruit, vous allez vous réveiller. Donc quelle est la réponse à ça? La réponse à ça, c'est de réduire la taille du réservoir. C'est-à-dire, en d'autres termes, réduire le temps passé au lit, ce qui fait que jour après jour, vous allez commencer à accumuler un petit peu une dette, c'est-à-dire que votre réservoir sera super plein parce que vous essayez de mettre 7 litres dans 6 litres, ça va déborder. Et là, vous aurez une pression accrue de sommeil qui fait que vous allez massivement réduire vos éveils intranocturnes. On rappelle que c'est 17 heures. Ouais, 17 heures de veille. 17 heures de veille. Et donc, par exemple, si vous réduisez votre temps passé au lit à 6h30, au bout d'une semaine, 10 jours, 15 jours, vous allez voir, l'architecture de votre sommeil va se modifier, vous allez perdre du sommeil lent léger, et vous allez augmenter le pourcentage de sommeil lent profond, donc vous allez réduire vos éveils intranocturnes. Ça, c'est une première stratégie. Alors, on le rappelle, la chambre, c'est fait pour dormir. Ou je préfère pas, je ne vais pas répondre. D'accord. Je vous laisse avec Geronimo. Avec Geronimo. Joker. C'est fait pour dormir. C'est vrai qu'avec le télétravail, maintenant, il y en a certains qui se sont organisés des bureaux dans leur chambre, avec des espaces bureaux, bibliothèques. Mais c'est important que la chambre, ça soit consacrée au sommeil. Pas de télé dans la chambre. Alors, oui, en fait, si c'est possible, idéalement, il faut aller dans la chambre au moment où on a sommeil, rentrer dans le lit, éteindre la lumière, s'endormir. Bon. Après, par exemple, dans les grandes métropoles, maintenant, le coût de l'habitat est très élevé. Donc, il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, ont un appartement qui se résume à une seule chambre. Il faut prendre conscience du fait qu'en fait, il faut se mettre dans un état d'esprit où le lit, c'est vraiment le moment où on va aller chercher le sommeil. Donc, si on veut lire, on lit dans le canapé, on lit dans une chaise, mais on ne lit pas dans le lit. Ça, c'est très important. Même au lit, c'est même pas dormir au lit. Ouais. Et l'autre idée aussi, c'est qu'il faut se donner toutes les chances de dormir. C'est-à-dire que, par exemple, si vous gardez une exposition lumineuse au lit, avec des écrans ou avec une lampe de chevet, vous allez déconditionner votre corps à l'association lit égale sommeil. Le téléphone portable, c'est si mauvais qu'on le dit pour le sommeil? Alors, en fait, c'est pas le téléphone qui est mauvais, c'est ce qu'on en fait. Et donc, il y a eu beaucoup de débats sur l'influence de la lumière bleue. Oui, si vous regardez la lumière bleue en pleine nuit, ça vous empêcherait de vous rendormir. Alors, il y a quelques articles assez intéressants qui ont été publiés très très récemment. Il y a une magnifique revue dans le Lancet sur le sommeil qui est sortie là, il y a 1 mois et demi, et où paradoxalement on montre que la lumière bleue, en particulier chez l'adolescent, n'a pas un effet si néfaste que ça. Par contre, ce qui a un effet massif, c'est le contenu. C'est-à-dire que si vous avez des séries télé, par exemple, à forte charge émotionnelle, ou que vous êtes sur les réseaux sociaux pour discuter avec quelqu'un, ça c'est un puissant inducteur d'insomnie. Donc c'est plus ce que vous regardez, parce que maintenant la majorité des téléphones ont des filtres, d'accord ? C'est des filtres anti-lumière bleue, je veux dire. Ouais. Mais c'est vraiment l'activité cognitive et émotionnelle associée. Bon, en sachant qu'il faut quand même faire très très attention aux lampes domestiques, parce que les gens négligent complètement ça, et il y a vraiment des gens qui se font arroser de lumière bleue chez eux sans s'en rendre compte. Bon, on va avoir plus froid cet hiver. Est-ce que c'est bon pour le sommeil ? Alors, bien sûr, il ne faut pas grelotter dans le lit, mais il y a plusieurs études très intéressantes qui ont étudié des populations qui vivent à l'ère pré-industrielle. C'est-à-dire, l'ère pré-industrielle, c'est pas de lumière et pas de chauffage. Ouais. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont fait c'est des Américains qui ont fait ces études-là, qui sont absolument incroyables, ça leur a pris des années. Ils ont monitorisé la température externe des huttes où vivaient les populations. Donc, il y en avait en Amérique du Sud, il y en avait en Afrique, d'accord ? Ils ont monitorisé la lumière et en plus, ils ont monitorisé la température cutanée. Ils ont mis des petits appareils sur les gens pour voir leur température corporelle. Et en fait, ce qu'ils ont montré, c'est que ce n'est pas du tout l'éclairage à la lumière qui conditionne l'endormissement, parce que les gens restent éveillés 2 heures après le coucher du soleil, c'est la température corporelle. Et donc, l'hiver, la température externe s'abaisse, la température corporelle aussi, parce qu'ils vivent dans des huttes. Ils augmentent leur durée de sommeil. Et l'été, ils la réduisent un peu. Mais par contre, phénomène incroyable, ils gardent toujours la même heure de lever.
Et c'est des populations absolument fascinantes parce qu'ils ignorent le mot insomnie. C'est-à-dire, ils ont fait des enquêtes en disant « Est-ce que vous avez des problèmes d'insomnie ?» Le mot n'existe pas dans la langue des tribus. Ils ne savent pas ce que c'est. Et la suite est dans votre livre, docteur Pierre-Philippe. Ça s'appelle, alors professeur, je l'appelle docteur. Réapprenez à dormir pour être en bonne santé. Tout est une question de rythme. Ça, c'est le titre de votre livre qui vient d'être publié chez Albin Michel. Vous le montrez à la caméra puisque l'émission est filmée. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net. Vous verrez cette vidéo sur notre chaîne YouTube. Geronimo, professeur. Et Merci passez beaucoup. une très belle journée santé, de très belles nuits sur Beurre FM.